Avoir son lopin de terre, cultiver son sol, c'est un rêve, hein, un rêve quasi universel. C'est une idée super puissante, pleine de promesses. Mais la vraie question, la voilà. Comment on fait pour que ce rêve devienne une réalité? Une réalité bien concrète et surtout bien sécurisée. Parce que derrière ce désir, il y a des motivations vraiment profondes. On parle de construire un héritage, peut-être de viser l'autosuffisance, ou juste de se reconnecter à la nature. Clairement, ce n'est pas juste un investissement financier, non, c'est un vrai projet de vie. Bon, sauf que, entre cette image d'Épinal et la signature chez le notaire, le chemin est souvent semé d'embûches. Le rêve peut très vite se fracasser contre la réalité, des arnaques, des complications juridiques sans fin, ou pire, un sol qui ne sert à rien. Bref, l'enjeu est super clair. Il faut une méthode, un plan de match. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer tout ça en 4 grandes phases. Voyez ça comme notre feuille de route, celle qui va nous aider à passer du rêve à l'acte de propriété. Et tout commence là. Vraiment, c'est la phase la plus critique. Avant même d'ouvrir un site d'annonce, le travail de fond, c'est de définir exactement ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une terre agricole est bonne ? C'est la question essentielle. Et attention, la réponse va beaucoup plus loin que la jolie vue. Une bonne terre agricole, c'est avant tout une terre qui colle à son projet. C'est un écosystème qui doit fonctionner pour ce qu'on veut en faire. En fait, on peut résumer ça en 5 points clés, 5 critères vraiment non négociables. D'abord, l'eau, c'est la base, c'est vital. Deuxièmement, l'accès. Comment on y va, comment on en sort avec les machines, les récoltes, c'est crucial. Troisièmement, le sol, bien sûr, c'est le moteur du projet. Ensuite, tout le cadre légal, le zonage, l'historique du terrain, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et enfin, le facteur humain. Et oui, les voisins, la communauté locale, parce qu'un projet comme ça ne se fait jamais tout seul dans son coin. Et s'il y a bien un truc à ne jamais zapper, c'est ça. Faut pas se fier à l'apparence, à l'air bien verte. Une analyse de sol faite par un pro, c'est un tout petit investissement pour s'éviter une erreur monumentale. C'est en quelque sorte sur une assurance qualité, la garantie contre un terrain qui serait infertile, voire pollué. Ok, une fois qu'on sait ce qu'on cherche, la parcelle idéale, l'étape suivante, elle est assez logique. Il faut bien s'entourer. Parce que soyons clairs, analyser un sol, vérifier un zonage, tout ça, on ne le fait pas seul. L'achat d'une terre agricole, c'est vraiment une affaire d'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que le principe de s'entourer d'experts, il est universel. Mais la composition de l'équipe, elle change du tout au tout selon l'endroit. Prenons 2 exemples. D'un côté, on a la France, avec un parcours très formel, notaire, conseiller de la SAFER, labo d'analyse, et de l'autre, un contexte comme celui du Cameroun, où le processus est, disons, hybride. Là, il faut à la fois l'accord du chef de village, qui est le garant de la tradition, et l'expertise technique d'un géomètre ou d'un agronome. Justement, parlons de la SAFER en France. C'est un acteur absolument incontournable. Pour simplifier, on peut la voir comme une sorte de gardien du temple des terres agricoles. Sa mission, c'est quoi? C'est d'assurer la transparence, de favoriser les projets qui tiennent la route et de protéger les terres de la spéculation. En gros, c'est à la fois un guide et un peu le gendarme du marché. Et regardez ce chiffre, moins de 10%. Il est là pour rassurer en fait, parce que le fameux droit de préemption de la SAFER, celui qui peut faire un peu peur, en réalité il est très peu utilisé. Le but, ce n'est pas de bloquer les ventes, mais plutôt de les orienter, de s'assurer qu'elles vont bien servir au développement agricole du coin. Alors quand il n'y a pas une entité comme la SAFER, c'est à l'acheteur de monter sa propre équipe de contrôle. Au Cameroun par exemple, on parle de la commission. C'est une équipe informelle, mais c'est une protection vitale. Et là-dedans, le rôle du géomètre est absolument crucial. C'est lui qui va aller vérifier qu'un autre titre de propriété n'est pas déjà en cours sur le terrain. C'est une des arnaques les plus fréquentes là-bas. Bon, les critères sont posés, l'équipe est en place, on peut maintenant s'attaquer au processus d'achat lui-même. Et on va voir que, là encore, d'un contexte à l'autre, le chemin à suivre n'a strictement rien à voir. En France, le processus est, disons, très structuré. On pourrait même dire bureaucratique. Chaque projet doit passer devant un comité technique, puis un conseil d'administration. Alors oui, ça peut être long, c'est vrai, mais c'est un peu le prix à payer pour avoir une sécurité juridique qui est maximale. Dans un système hybride, c'est différent. Le processus ressemble plus à une superposition de couches. On a d'abord le niveau traditionnel, la négociation et surtout l'accord indispensable du chef de village. C'est essentiel. Et seulement après vient la couche administrative, avec l'enregistrement officiel auprès de l'État. Chaque étape est une validation et on ne peut en sauter aucune. Petit retour en France avec un outil super puissant pour réduire les risques, le certificat d'urbanisme ou CU. En clair, ça permet de poser la question à la mairie, est-ce que j'ai le droit de faire ça sur ce terrain, et d'avoir une réponse officielle avant de signer quoi que ce soit. C'est vraiment la meilleure façon de blinder son projet en amont. Et on pourrait croire que c'est fini, mais non, l'achat ce n'est pas la ligne d'arrivée. En fait, c'est le vrai point de départ. Quand on signe l'acte, on ouvre un tout nouveau chapitre, celui où il faut sécuriser et valoriser son investissement.
Et là encore, que l'obligation soit purement légale ou plus pratique, l'idée de fond reste la même. En France, on peut avoir un cahier des charges qui oblige à cultiver la terre. Au Cameroun, c'est ce qu'on appelle la mise en valeur. C'est une nécessité, presque une obligation pratique, pour ne pas risquer de perdre son bien. Le message est le même partout. La propriété, ça se gagne, oui, mais ça se maintient surtout, par le travail. Sa citation, elle vient du contexte camerounais, et elle est assez brutale, mais elle est tellement juste. Si on tarde trop à exploiter sa terre, on prend le risque que d'autres le fassent et la revendent. C'est un avertissement très clair. La mise en valeur, ce n'est pas juste une option, c'est la meilleure des garanties qu'on puisse avoir. Donc pour résumer, le parcours est assez clair. Tout part d'une vision, d'un projet bien défini. Ensuite, il faut s'entourer des bonnes personnes, des experts qui connaissent le terrain et les règles locales, qu'elles soient écrites noir sur blanc ou pas. Et enfin, le plus important, ne jamais oublier que la vraie propriété, ce qui la rend réelle, c'est l'action, c'est le développement. Et maintenant, une fois que tout ce parcours de combattant est terminé, que la terre est enfin acquise et sécurisée, eh bien c'est là que la question la plus excitante se pose. Le rêve peut enfin commencer à prendre racine. Alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir pousser sur cette parcelle? L'avenir est à cultiver,